J'invite à me rejoindre sur scène sans plus attendre Cyril Luneau, directeur des relations avec les collectivités locales d'Orange, Cyril Cotonnas sera en visio, Michel Sauvade, coprésident de la commission numérique de l'Association des maires de France, Arnaud Von Troyen, directeur général d'Altitude Infra, Ilham Djaïch, président d'Infranum et Romain Bonenfant, délégué général de la FFT, sous vos applaudissements. J'ai pas de plan de table. J'ai pas de plan de table. Mettez-vous là où vous vous sentez à l'aise. Sachant que notre sujet, là tout de suite, c'est cette actualité que constitue l'extinction du cuivre, qui fait que le réseau fibre sera la seule infrastructure de télécom dans un horizon assez rapide. Cyril nous dira quel est le calendrier, nous rappellera le calendrier. Donc la fibre sera l'infrastructure de référence. La fibre et le satellite et parfois des connexions hertziennes. En tout cas, le très haut débit, la DSL, c'est fini, bientôt. Hein, c'est ça la nouvelle. Et comment ça va se passer? C'est-à-dire dans vos communes, dans les territoires, comment va se passer cette transition, cette bascule, ce fameux décommissionnement du cuivre, puisque tout le monde est devenu fan de cette expression. Cyril, on commence avec toi. Ok, merci. Alors quand on passe le premier, on peut prendre un peu de temps de parole des autres, mais je vais pas le faire. Non, non, ne vous inquiétez pas. Et donc, joyeux anniversaire évidemment. Pas une ride pour Ruralytique, même pour toi. Oh, Bravo. ça Et commence, mais je te remercie. bravo Sébastien quand même pour ce succès. Les télécoms et le numérique, c'est du temps long, et bien Ruralytique aussi, et on vient avec plaisir discuter et puis présenter un petit peu les grands projets et les axes stratégiques, donc les partager avec l'ensemble des acteurs. Donc c'est une très bonne chose. Oui, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc la première chose, je vais essayer de pas faire de redite par rapport à ce qui a été dit ce matin, mais c'est vrai que on a cette chance d'avoir une couverture que ce soit en mobile avec 99,9% de la population. Je sais bien qu'il y a encore le 0,1 qui chagrine beaucoup de monde. Michel en parlera peut-être, mais bon. Il Voilà. en Donc parlera sûrement. voilà. Mais on a également la chance d'avoir quand même un réseau mobile qui est de très bonne qualité. Alors l'ARCEP a encore donné une 14e étoile à Orange cette année, donc on est ravis. On continue et on continue d'investir justement pour être toujours les meilleurs et on continuera de le faire. Et voilà. Mais 5G, ça avance encore, y compris sur le Cantal. On accélère sur le déploiement. Depuis l'année dernière, on a continué à équiper un certain nombre de communes, je ne vais pas les citer. Et puis, côté fibre, bon, c'est 9 foyers sur 10. Sur le Cantal, c'est 100% qui aura été fait par Orange ou Orange Concession avec la collectivité. On est ravis de tout ça et on continue les déploiements. On a accéléré les déploiements. On avait repris des engagements pour continuer sur la zone AMI, etc. Et avec notamment un dispositif qui est le raccordement à la demande. Ça veut dire on peut tout à fait, pour quelqu'un qui en voudrait et qui n'est pas encore éligible, demander à son opérateur d'être listé sur ce qui doit être raccordable avant 6 mois. Donc ça, c'est quelque chose qui existe et qui fonctionne. Une chance pour notre pays et pour la ruralité, évidemment, puisque le THD fixe qui arrive partout, THD fixe et mobile, il est facteur d'attractivité, vous le savez tous, je vous apprends rien, désenclavement, etc. Moi, ce que je veux dire, c'est que là encore, euh, on a besoin, dans cette modernisation, on a besoin d'éteindre les réseaux qui sont les plus anciens. Alors, tu disais, il restera plus qu'un réseau. J'espère qu'on ne va pas se faire voler le cuivre en attendant. Donc, on préfère le faire un petit peu perdurer. Mais c'est vrai que, et on s'y emploie, mais il faut éteindre ces réseaux parce que la couverture fibre 4G, 5G sont telles que se demander plutôt comment on va accompagner nos clients dans cette transition, c'est ça le sujet du moment, et c'est pour ça que on intervient aujourd'hui. Sur les évolutions, elles sont multiples. On l'a dit, on est dans une économie contrainte et on peut plus se permettre de maintenir des réseaux qui ont des technologies obsolètes, qui ne rendent plus les services qui sont attendus. Il y a 3% des clients qui sont aujourd'hui sur le cuivre. Donc évidemment, il faut véritablement arrêter ça le plus vite possible. On est bien d'accord. Le coût de maintenance et les réseaux qui se vident, c'est une priorité du THD.
On a, par exemple, j'ai vu qu'il y avait Régis Banquet qui parlait ce matin des péripéties dans l'Aude avec ces incendies. Là encore, on fait des choses qui sont intelligentes. On discute avec ces équipes pour regarder à quel endroit on ne va pas reconstruire le cuivre, alors même que on a plutôt intérêt à faire en sorte de remettre en situation la fibre, et on regarde à la fois d'un point de vue réglementaire et avec l'ARCEP, etc., pour faire cela. Donc voilà un exemple, et encore une fois, on a une explosion des usages. J'ai appris en révisant un petit peu qu'on était maintenant en zeta octet, c'est-à-dire c'est 21 zéros après la virgule. Donc c'est le volume mondial de données qui est estimé. Voilà, à date. Donc c'est absolument impressionnant. J'ai pas le chiffre pour le Cantal. Et en termes de sécurité également, les réseaux qui offrent une connectivité qui sont plus fiables et sécurisés, qui induisent une souveraineté, une résilience, etc. Tout ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est compris. Et avec l'exemple de l'IA, on sait qu'on va avoir besoin donc de ces réseaux qui sont très haut débit et avec des milliers de kilomètres de câbles qui sont déployés, etc. Donc ça fonctionne. Je ne dis pas que c'est... il y a des points durs sur lesquels on intervient, on se concerte, mais aujourd'hui, je dirais que on a cette faculté de discuter tous ensemble pour un objectif qui est commun. On se retrouve un petit peu à ce qui existait au début du plan France Très Haut Débit, où finalement on avait tous compris qu'il y avait un enjeu majeur et sur lesquels on se retrouvait. Et bien pour la fin, que ce soit euh, pour finaliser ces déploiements et puis corriger les scories qui sont encore existantes, eh bien, je pense que on partage tous cette ambition donc de réussir ensemble. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Et donc fermeture du cuivre, j'y arrive. C'est les 4 premiers lots du programme qui sont lancés. Donc le cinquième est en cours de la présélection des communes est aujourd'hui réalisée et donc a été envoyé à l'ensemble des collectivités qui sont dans cette présélection. Et ce qui veut dire une chose, puisque je vous rappelle qu'il y a 7 lots qui vont nous emmener jusqu'à 2030, ça veut dire que l'année prochaine, en juin prochain, finalement, tout le monde saura dans quelle vague il est, dans quelle étape il est, puisque par définition, on donnera les éligibles au lot 6, et donc de fait, ceux qui ne sont pas éligibles au 6 ni dans les lots précédents, eh bien, ils seront dans le lot 7 qui sera à 2030. Donc on a aujourd'hui un dispositif qui est connu et sur lequel on a beaucoup avancé. Et ce que je voulais passer comme message, c'est le fait que euh, contrairement à certains budgets qui ont peut-être été faits dans son coin par un exécutif sans discuter avec les uns et avec les autres, là, en tous les cas, Orange, certes, c'est son programme, c'est lui qui pilote, mais pour autant, il a énormément discuté avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les opérateurs au premier chef, puisqu'ils utilisaient notre réseau, mais également avec les opérateurs d'infrastructure, avec les gestionnaires de voirie, avec les gestionnaires de génie civil, euh, avec évidemment les collectivités, avec l'État, avec l'ARCEP, et on a été suffisamment humble pour prendre en considération le fait que c'était un programme qui était vivant, un programme qui était susceptible d'être amélioré, amendé, corrigé, évolutif, etc. Et qui fait que on a pris de notre propre responsabilité le fait de dire, eh bien, après les différents lots, que ce soit l'expérimentation et puis ensuite le lot 1, eh bien, de dire, on va faire des états, des points de situation pour regarder ce qui fonctionne pas. On avait entendu les maires qui nous ont dit, attendez, nous, on n'est pas les VRP ni les vendeurs d'orange pour venir derrière corriger ce que vous n'aurez pas fait. On l'a bien entendu et c'est comme ça qu'on a essayé de mettre des boîtes à outils, etc., une information qui permettait que les maires soient suffisamment
à l'aise avec ce programme. Et aujourd'hui, les retours que l'on a, c'est celui-là. Alors, évidemment, c'était à petite échelle. Il faut que on dit retour vers le futur, mais là, je dis on y est parce que c'est vraiment le momentum. On est dans un volume qui arrive début 2026 qui va être hyper important puisque c'est près d'1 million de prises qui vont être donc décommissionnées. Donc on ne doit pas se rater. Jusqu'à présent, sur toutes les géographies, sur toutes les configurations qu'on avait, quel que soit l'opérateur d'infrastructure, quelle que soit la zone, quels que soient euh, euh, voilà, les acteurs qui étaient présents, eh bien, on a réussi. Il faut que ça se vérifie sur la suite. Et puis, dernière chose, c'est que la simplification, la modernisation des réseaux, c'est pas seulement sur le fixe, c'est également sur le mobile. Et donc, on a engagé, on a explicité le fait que dès 2026, on va commencer à fermer donc la 2G, c'est des choses qui existent en Europe, c'est des choses qui se font par ailleurs, et donc on est en train de programmer ça. On a promis à l'AMF que les premières fermetures seront juste après le deuxième tour des municipales, donc c'est un engagement que j'ai pris auprès du président de l'AMF. Mais voilà, donc là aussi, on doit maintenant basculer sur ces choses-là. Alors évidemment il y a encore des questionnements, il y a encore des ascensoristes qui nous disent mais attention, etc. Et je remercie vraiment le ministre Ferracci qui récemment dans un tweet disait non, non, vos appels d'urgence ne disparaîtront pas avec la fin de la 2G. Il y a des solutions alternatives qui existent, qui sont connues. On a envoyé des courriers, etc. depuis déjà 2022 à l'ensemble de nos clients et l'ensemble des fédérations. Donc ces choses-là se font. On y est. On n'a plus les moyens, en tous les cas, de vivre avec des réseaux qui sont obsolètes et qui ne répondent plus aux besoins de nos clients. Et si on veut transformer notre société pour pouvoir innover sur les attendus de demain, sur ce que va être le futur, eh bien, on a besoin de faire ces choix-là, qui sont le choix de la raison et de la simplicité. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et merci à vous tous. Merci beaucoup Cyril. Donc oui, effectivement, on est sur une modernisation d'un réseau, l'abandon de réseaux qui sont désormais obsolètes par rapport au volume de données qu'on doit encaisser, si je puis dire, et puis à cette disponibilité d'un réseau de génération, je dirais presque éternelle, parce on n'atteint pas les limites de la fibre, on ne sait pas encore dans les labos ce que ça peut encaisser. Cyril, tu nous entends? Oui, Et nous aussi, donc c'est parfait. En tant que maire rural, donc tu as entendu Cyril présenter le calendrier de ce décommissionnement du cuivre. Comment c'est vécu sur les territoires ruraux? Toi, par exemple, la Devèze-Rivière, est-ce que tu sais pour l'instant, est-ce que tu es déjà affecté dans un lot de décommissionnement ou pas encore? oui, tout à fait. Alors, dans le département du Gers, toutes les communes qui sont 100% fibrées, donc c'est le cas, vont faire partie du premier lot. Donc effectivement, on a eu un recensement qui a été fait par le biais d'un syndicat mixte, euh, donc qui a été créé sous l'égide des communautés de communes et du département du Gers pour permettre le déploiement de la fibre optique. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a pu commencer à organiser des réunions dans les communes qui seront concernées par la suppression donc du réseau de cuivre et en pointant, en inventoriant en fait l'ensemble des résidents qui étaient encore abonnés au fil de cuivre. Alors effectivement, le rôle de maire, c'est plus un rôle de lien entre les opérateurs ou les structures qui portent ce projet de suppression du réseau de cuivre, un accompagnement et répondre un peu aux interrogations aux inquiétudes voilà, de nos résidents qui a été encore qui utilisaient en fait le réseau de cuivre. Et ça se fait Donc sous... essentiellement, c'est de la population voilà ancienne qui avait toujours un téléphone filaire et un téléphone analogique et qui pour la plupart donc étaient plus ou moins euh, comment dire liés à ce téléphone. Bon,
On se rend compte également que quand même dans cette population, il y a de moins en moins de gens qui utilisaient finalement le téléphone fixe et que effectivement le téléphone portable, que ce soit un smartphone ou un téléphone simple, c'est quand même répandu. Donc pour le moment, ça se passe assez bien pour nous. Bon, la seule question, et c'est pour ça qu'on a voulu anticiper, c'est de permettre aux futurs abonnés de pouvoir contacter leur fournisseur d'accès assez tôt, de manière à éviter un goulot d'étranglement au moment où il y aura la dépose du fil de cuivre et donc l'arrêt de la DSL ou autre abonnement cuivre. Et cette information, tu la dispenses comment? Tu as fait des réunions publiques ou c'est plutôt Alors, ce qui dans le s'est passé, donc, face-à-face? nous, voilà, on a un syndicat mixte, le GERS numérique. On a réussi à avoir également dans le cadre du plan France Ruralité, on a pu embaucher donc des conseillers numériques. Et donc il y a eu des réunions d'information qui sont passées, qui ont démarré dès le mois de juin dans chaque commune. Donc à nous de faire pratiquement le GERS numérique nous a envoyé l'ensemble des maisons qui visiblement n'avaient pas, ou l'ensemble des abonnés qui n'avaient pas d'abonnement fibre. Oui. Ça, ils sont capables de le voir. On Mhm. n'a pas besoin de savoir chez quel fournisseur ils sont. Et puis nous, on sait, chaque élu, en fait, conseil municipaux, a relayé l'information et en tout cas pour la Devèze-Rivière, nous, ce qu'on a fait, c'est une invitation personnalisée hein, de tous ces résidents. Et voilà, ils étaient là, ils étaient conviés, ils ont pu donc rencontrer les différents fournisseurs qui étaient D'accord. présents, qui utilisent donc ce réseau. Et la plupart, en fait, ont pu finalement souscrire un abonnement ce jour-là. D'accord. Voilà. Et pour les personnes qui n'étaient pas là, eh bien, encore une fois, hein, on joue le rôle de relais avec les informations que nous avons, en coordination avec le syndicat et puis avec donc l'opérateur principal qui est Orange. Donc, on peut leur fournir les informations et voilà, pour répondre aux questionnements. Il est prévu qu'on rediffuse et qu'on refasse venir des conseillers numériques justement sur nos populations pour répondre à toutes les interrogations qui pourraient se poser. Voilà. Super. Merci beaucoup pour ton témoignage. On va enchaîner avec Michel Sauvade. En rebond de l'intervention, en l'occurrence de Cyril, ça a l'air de bien se passer dans les communes rurales, ce décommissionnement. Ça n'a pas l'air de générer forcément beaucoup d'inquiétudes. On avait des cris d'orfraie sur les téléalarmes, les choses comme ça. Ça a l'air de se faire plutôt sereinement. Alors, je fais pas je fais pas mon BA ni mon surpris, hein. Je me doute bien qu'il y a derrière, il y a de l'ingénierie, mais grosso modo, j'ai l'impression que ça se passe mieux qu'on ne le craignait. Ou qu'on ne le craignait pas. Nous, par nature, on a tendance à faire On n'était confiance. jamais Et puis, inquiet, c'est toi. à l'épreuve des actes qu'on voit les choses. Avant d'attaquer, d'abord, je voulais vous souhaiter un bon après-midi et te remercier, Sébastien, d'avoir intégré le département du Puy-de-Dôme dans ton Tour de France ruralitique. C'est quelque chose qui a été très apprécié de notre part, de la part des Puy-de-Dômois d'une part, et d'autre part, ça montre que les départements auvergnats et d'une manière générale, les différents départements et les communes, bien, savent travailler ensemble. Merci à toi pour tout ça. Merci à toi. J'ai pas l'habitude de faire de citations. Là, je vais quand même donner deux éléments de dialogue de retour vers le futur, évidemment. Le premier, allô, allô, il n'y a personne au bout du fil, faut réfléchir. Mark McFly, pardon, faut réfléchir. Alors, Dieu merci, tous autour de la table, on a réfléchi. Et ça, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être véritablement dans une transition historique. La ministre a utilisé le terme, je pense que ça a du sens. Véritablement une transition historique pour l'aménagement numérique du territoire national. Je passe très vite, ça a été dit, on passe du cuivre à la fibre à 100%. Ça a été amorcé dans le cadre du plan très haut débit avec un horizon d'achèvement en 2025. On sera quelque part dans cette cible-là, un peu au-delà. Et surtout, ce qu'il faut retenir par rapport au sujet de la table ronde, c'est que ça fera en 2030 de la fibre le seul réseau fixe national. Et véritablement, ce que nous devons avoir en tête, c'est ça, parce que ça veut dire que la fibre devient une infrastructure stratégique
d'aménagement du territoire, avec des enjeux que j'évoquerai dans le reste de l'intervention. Régis Banquet, pardon, pour la FNCCR, a rappelé le rôle des uns et les autres. Moi, je salue le travail qui a été réalisé par les opérateurs sur les zones les plus rentables, sur les zones de très haut débit et la zone AMI, de très grande densité, et sur la zone AMI. Et l'État et les collectivités n'ont pas été en reste sur les zones qui étaient moins rentables a priori pour les opérateurs. Je peux dire que les uns et les autres, pour l'essentiel, on a réussi, et j'en veux pour preuve un certain nombre de regards concupiscents que je vois sur les RIP et sur les recettes à venir des péages d'utilisation des RIP dans les années à venir. Ça prouve qu'on a quand même plutôt pas mal fait le travail du côté des collectivités également. Premier point. Deuxième point, si on fait un bilan rapide, le déploiement a été massif. Même s'il est encore un petit peu inégal, ça a été rappelé, la France a connu un bond dans ce domaine-là tout à fait spectaculaire. Quelques chiffres, 41 millions de locaux sur 45 qui sont raccordés, 25 millions d'abonnés, 3/4 finalement des abonnements fixes qui sont aujourd'hui des abonnements à la fibre, tandis que parallèlement, le réseau cuivre connaît une diminution considérable des abonnements. En un trimestre, moins 550 000 abonnements. Ça a été évoqué par Cyril Cotonna, que je salue au passage, puisque les associations d'élus marchent ensemble sur ces discussions-là. Donc, néanmoins, il reste un peu moins de 4 millions de locaux à raccorder, ruraux pour l'essentiel, montagneux pour l'essentiel, mais aussi urbains. Et lors des rencontres de la commission numérique de l'AMF, il est assez curieux de se rendre compte que ce sont des élus de grandes villes, Toulouse pour ne pas les citer, qui montent au créneau en disant qu'au nom de l'égalité des territoires, il était inadmissible que certains quartiers dans les métropoles ne disposent pas de la fibre aujourd'hui. Et c'est vrai que, aussi bien dans les territoires ruraux que dans les territoires urbains, il reste encore quelques trous dans la raquette que les uns et les autres nous attachons véritablement à combler. La question de la table ronde, c'était la question de l'effet ciseau de l'extinction du cuivre. Et effectivement, cette extinction du cuivre, elle devient extrêmement structurante dans le déploiement de la fibre, puisqu'il y a corrélation évidente entre l'un et l'autre. Dit plus simplement, l'ARCEP n'acceptera pas que tant que la fibre n'est pas déployée, eh bien, le cuivre puisse être supprimé, puisse être décommissionné. Cyril a rappelé les étapes: fin de la commercialisation en janvier 2026, arrêt en 2030, on le sait. Déjà, plusieurs centaines de milliers de prises ont été arrêtées, 162 communes ont été touchées, d'autres vont suivre, tu as rappelé les étapes. Et je rends hommage vraiment au travail qui a été mis en œuvre par Orange. C'était pas facile, c'était pas évident. Les autres opérateurs commerciaux ont joué le jeu et tout le monde a essayé d'accompagner au mieux. Mais il faut que vous compreniez ici que, et là je parle au nom de l'AMF, mais il faut que vous compreniez ici que nous sommes des partenaires. Il n'y a pas d'opposition entre les uns et les autres véritablement autour de cette table. Alors, effet ciseau, oui, parce que du coup, il y a responsabilité accrue sur la fibre, une exigence considérable sur la fibre, en termes de qualité, évidemment, en termes de maintenance, en termes de sécurité, d'accessibilité, et on le voit tous au quotidien. Donc, pour avancer, quels sont les enjeux et quels sont les points d'attention? Les enjeux que nous identifions, c'est véritablement l'enjeu de l'équité d'abord, c'est-à-dire l'accès au très haut débit universel. Et j'utilise volontairement le mot d'universel, vous vous en doutez bien, parce que le cuivre était accompagné d'un service universel qui n'existe plus. Et si demain la fibre est le seul réseau, nous pensons qu'il doit y avoir un service universel qui doit l'accompagner. Ça sort du cadre de la table ronde, mais c'est véritablement un enjeu d'utilisation. Le second point, c'est la pérennité
de ce service, sa qualité et l'homogénéité du service au niveau national. Je passe sur la résilience. Tout le monde utilise le terme qui devient un petit peu galvaudé face au climat, face aux coupures, face à la cybermenace également. Parce que le terme est galvaudé, mais la réalité ne l'est pas. Mais l'idée qui est derrière y est tout à fait. Et puis un point, alors qu'on entend moins dans ce domaine-là pour le moment, mais qui est tout autant important, me semble-t-il, c'est celui de la souveraineté. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de souveraineté par rapport à un certain nombre de services, mais il est indispensable que notre pays ait la maîtrise de ce réseau dont je rappelais qu'il devenait un réseau stratégique. Par rapport à ces enjeux importants, hein, eh bien, un certain nombre de points d'attention. Concernant le cuivre, et là, il y a vraiment une exigence de l'AMF, et il y a des échanges sur ce point aussi, c'est la nécessité, même si c'est difficile, même s'il y a moins de clients, de maintenir la qualité du cuivre jusqu'au bout. Ça n'est pas parce qu'il y a moins d'utilisateurs que les derniers utilisateurs doivent se retrouver dans des situations difficiles. Il y a des efforts d'entretien hein, qui sont réalisés, mais on est souvent sollicité pour une dégradation du réseau et puis lié au vieillissement. C'est ce que Cyril disait tout à l'heure. Hein. Ça, c'est le premier point. Le second point qui en découle quelque part, c'est de ne pas brûler les étapes. Et je pense qu'on en est tous conscients aussi, il ne faut pas qu'il y ait de précipitation dans la fermeture du cuivre. C'est-à-dire qu'il faut que cette transition se fasse de façon apaisée, de façon constructive. Et ça passe par quoi? Eh bien, ça passe, nous semble-t-il, par un plan d'accompagnement national. Et tu me permettras, Sébastien, d'être un petit peu taquin en soulignant que si Françoise Gatel a fait le travail pour le gouvernement ce matin et l'a plutôt bien fait, moi, je me demande pourquoi les deux ministres en charge du numérique ne sont pas ici. À d'autres épisodes de Ruralitique, des ministres en charge du numérique, on en a vu un certain nombre. Petit point d'attention au passage. Il faut qu'il y ait cet accompagnement au niveau national. Nous sollicitons, nous, la mise en place de l'équipe projet qui est utilisée pour le New Deal pour accompagner ce suivi du cuivre localement et voir éventuellement quelles pourraient être les exceptions envisageables. Pour avancer très vite, la qualité des raccordements évidemment, la complémentarité avec le mobile, ça a été dit, l'un ne remplace pas l'autre, il faut qu'il y ait une complémentarité et la garantie de l'accès à Internet, mais également de la mobilité. Voilà ces points d'attention. En conclusion, il faut véritablement qu'un pacte numérique se bâtisse autour de ce qui vient d'être dit là par tous les acteurs. Second élément de dialogue pour toi, Sébastien, je vois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses, mais par contre, vos gosses vont adorer. Il est bien ce film, hein, finalement. Alors, nous ne le percevons pas comme une fracture numérique, mais je l'ai dit, comme une opportunité vraiment historique. Il faut que nous soyons capables de bâtir un réseau à la fois moderne, c'est le cas, universel, j'insiste sur le terme, robuste et durable. Et ça passe par une mobilisation collective de l'État, on l'a vu ce matin, des opérateurs, des élus et de leurs associations, bref, de tous les acteurs locaux, hein, parce qu'il y a dans le monde de l'inclusion des associations et puis des particuliers qui s'investissent, de façon à faire que ce réseau devienne véritablement la colonne vertébrale numérique du pays, au service de tous les citoyens. C'est le rôle des élus, entre autres, et également que ce réseau satisfasse les usages les plus critiques dont nous aurons besoin demain. Voilà, j'espère pas avoir été trop long. Merci. Merci beaucoup, Michel, pour cet exposé limpide. Donc, on le voit, effectivement, le calendrier est connu. Ça se passe plutôt bien si on en croit notre ami Cyril dans les villages. Les associations d'élus sont mobilisées pour faire en sorte que ça donne du sens au développement des territoires, avec les points de vigilance dont tu as parlé, qui sont la maintenance, la résilience et la durabilité de ce réseau devenu stratégique et unique. Arnaud Van Troyen, chez Altitude Infra, vous gérez de nombreux réseaux d'initiatives publiques pour le compte de délégants publics. Comment ça se passe sur le terrain? Est-ce qu'il y a un effet, entre guillemets, accélérateur du décommissionnement du cuivre sur le désir d'abonnement sur les territoires, ou est-ce que pour l'instant, ce n'est pas encore suffisamment connu? Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes parallèles autour de ce sujet? Alors, je vais venir. Bonjour à toutes et à tous.
Merci Sébastien de cette invitation. Joyeux anniversaire. Merci, c'est Pour moi, gentil. ça marque le premier anniversaire de ma prise de fonction chez Altitude Infra. Je suis arrivé juste après le Ruralitique de l'année dernière. Joyeux anniversaire à toi. J'en ai alors. entendu parler toute l'année. Donc voilà, je suis très heureux d'être parmi vous et merci aux organisateurs. Je souhaite aussi saluer nos partenaires, nos partenaires d'Elegant qui sont présents ici aujourd'hui, et puis nos partenaires et clients, les opérateurs commerciaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Régis Banquet en a parlé un peu ce matin. On est le délégataire de l'Aude, de la zone RIP dans l'Aude, donc permettez-moi d'avoir une pensée pour ses habitants qui ont été très durement touchés. Alors, il y a eu d'autres incendies en France, mais enfin, l'incendie de début août dans l'Aude a été particulièrement dramatique, avec un décès, des blessés. Et ce que je voulais souligner, c'est que Régis a évoqué quelques chiffres ce matin. Il y a quand même eu alors, je parle du réseau fixe, parce que ça a aussi touché le réseau mobile, mais je maîtrise moins les données. Mais sur le réseau fixe, il y a eu quand même, dans les communes concernées, plus de 33 km de câbles qui ont été détruits par l'incendie. Une partie venait juste d'être installée. La commercialisation avait été ouverte quelques jours avant. Près de 1000 poteaux détruits. Et donc, ça a privé de communication, d'éléments de communication, quelques milliers d'habitants. Il y a eu une mobilisation considérable, et c'est ça que je tiens à saluer, non seulement des équipes du CIADEN, du Délégant, d'Altitude Infra, mais aussi d'Orange, des équipes d'Enedis aussi, qui ont fait qu'en une semaine, tout le monde, tous ceux qui étaient déjà connectés à la fibre, ont récupéré des moyens de communication. Et dans les circonstances, quand on voit l'état du terrain, c'est un effort assez remarquable qu'il faut saluer et souligner. Alors cet épisode, on l'a déjà dit aussi, il nous rappelle encore une fois à quel point ces infrastructures de télécommunications et ces infrastructures numériques sont devenues vitales. La ministre parlait ce matin des agriculteurs qui ne peuvent plus passer leurs commandes, les artisans, les habitants, les gens qui ne peuvent plus télétravailler, etc., etc. Donc, dans ces moments de crise, on voit bien qu'elles sont attendues, indispensables, et on voit bien que le sujet de leur résilience est un vrai sujet. Au-delà de ces catastrophes, qui malheureusement sont quand même, on voit bien que ça se multiplie. Donc, ça va devenir de moins en moins exceptionnel. Au quotidien, c'est aussi un sujet d'avoir des infrastructures résilientes, solides et accessibles pour tout le monde. Alors, c'est le sens de notre débat aujourd'hui sur cette fermeture du cuivre et la généralisation du haut débit, qui pose la question de comment réussir cette transition sans rupture et tu l'as pas dit dans ton introduction, mais en préservant la pérennité, non seulement technique, mais économique de ces réseaux. Alors, il s'agit de s'assurer que, évidemment, dans un premier temps, personne ne restera sur le bord du chemin sans solution lors de la fermeture du cuivre, qui est progressive, mais qui, comme l'a rappelé Cyril, devient très concrète et va s'accélérer. Cette extinction ne doit jamais se faire au détriment de la connexion et de la qualité de service. Donc, c'est un enjeu qui est partagé par tout le monde. Et donc, à court terme, évidemment, l'enjeu, c'est bien le sujet de la complétude et de solutionner ce qu'on appelle les raccords complexes, tant d'un point de vue technique que financier, non seulement pour éviter les pertes de connexion, mais aussi pour respecter la promesse du plan France Très Haut Débit, qui est l'accès au très haut débit partout, pour tout le monde. Alors, moi, je vois, tu parlais d'un effet de ciseau. Le véritable défi pour les RIP, il se situe un peu ailleurs. Dans l'effet de ciseau, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quand même un point sur lequel je veux insister, un effet de ciseau entre des coûts d'exploitation qui ont eu tendance à exploser ces dernières années, et avec en face des recettes qui ont bien grandi au début, mais on voit qu'on arrive dans une phase un peu de plateau
Et donc aujourd'hui, c'est aussi un effet de, c'est un effet de ciseau qui est un peu majeur. Alors si on regarde sur les histoires de coûts d'exploitation, je parle des coûts d'exploitation, on en a déjà parlé, mais avec les effets de l'inflation, les coûts de la maintenance, le système, je ne vais pas ouvrir le débat sur le mode stock et d'où ça vient, mais le système qui n'était pas prévu comme ça au départ s'avère beaucoup plus cher à faire fonctionner pour les opérateurs que ce qui était prévu. Les enfouissements qui ont vocation à se généraliser, enfin à se développer plus aussi que ce qui était envisagé au départ, les effets des tempêtes, les aléas climatiques. Donc ces dépenses mettent sous pression les réseaux, particulièrement les réseaux en zone rurale. Et donc, la viabilité financière de ces réseaux est en jeu à court terme pour une grande partie d'entre eux. Et donc, le sujet de l'équilibre économique des RIP n'est pas une variable d'ajustement, ce n'est pas un sujet anecdotique. Je rappelle aussi, alors je vais repréciser autre chose, c'est que ces réseaux, il faut quand même garder en tête que c'est le fruit d'un effort partagé entre les collectivités et l'État, certes, mais je trouve qu'on a un peu oublié de dire ce matin, je l'ai dit à la ministre, je me suis permis de le dire à la ministre tout à l'heure, qui était d'accord, mais je pense que le sénateur est parti, les opérateurs privés ont mis aussi beaucoup d'argent dans les RIP. Rien qu'Altitude Infra, on a investi 5 milliards d'euros au cours des 5-6 dernières années, avec des partenaires, la Banque des Territoires, certains partenaires financiers, mais on a aussi investi dans ces réseaux pour le compte de délégants. Et donc, je rappelle que ce sont des investissements à long terme qui convient d'entretenir dans la durée, d'autant plus que si on veut des réseaux pérennes, à terme, ils vont revenir à la collectivité. Donc, il faut aussi que cet équilibre, c'est dans l'intérêt de tout le monde, parce que à terme, s'il n'y a plus assez d'argent pour les faire fonctionner, quand ça va revenir complètement à la charge de la collectivité, ça sera un autre gros problème. Et on a constaté ce sujet-là dans d'autres types d'infrastructures qui ont été un peu laissées pour compte au fil des années. Et maintenant, on voit toutes les difficultés qu'on a à les remettre à niveau. Alors, c'est un sujet dont le régulateur est bien conscient. Il a pris toute la mesure de la situation. Nous, on leur en parle avec nos délégants depuis presque un an et demi, 18 mois. Il y a la consultation qui est ouverte par l'ARCEP maintenant depuis le mois de juillet. On va en être un contributeur extrêmement déterminé et ça doit permettre d'objectiver qu'est-ce que doivent être les révisions nécessaires, tarifaires, puisqu'on ne peut pas rester sur un modèle qui date de 2015. L'autre message que je souhaite faire passer, c'est, je parlais d'effet ciseaux par rapport aux recettes, c'est qu'on n'en parle pas assez. Certes, la commercialisation, c'est de la responsabilité des opérateurs commerciaux aidés par les opérateurs d'infra, mais tout le monde doit se sentir concerné par la mobilisation autour de la pédagogie à faire autour des habitants, des abonnés, sur le fait qu'il faut basculer, alors basculer de préférence auprès de la fibre, évidemment. Moi, je suis un opérateur de fibre, qui est la solution la plus... qu'on a déployée partout, et donc on a la chance de l'avoir partout. Il faut que tout le monde se mobilise, parce que, évidemment, plus il y aura de commercialisation, d'abord, tout le temps perdu, c'est autant d'argent qui ne rentre pas pour pouvoir financer justement les derniers abonnés, les derniers kilomètres. Et c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. L'argent, je l'ai déjà expliqué dans une autre table ronde, voilà, les recettes rentrent et ça nous permet de couvrir les coûts. Donc, commercialisation. Alors, vous parliez d'une transition pas trop rapide. Moi, je trouve que la transition avec le cuivre, il faut le faire sans précipitation, mais il faut le faire de façon très déterminée. Il est important d'être au rendez-vous, que tout le monde soit là à l'heure. Ça coûte une fortune à Orange à entretenir. Voilà, le sujet, il est plus aujourd'hui, il va plus être commercialisé. Il faut maintenant qu'on bascule, et qu'on bascule vite là-dedans. Dernier point. On a construit cette infrastructure, elle est extrêmement capacitaire. Il faut aussi développer la stratégie des usages et des services, l'utiliser. On a créé cette infrastructure, ce n'est pas la peine d'aller rechercher d'autres choses à côté pour aller développer d'autres types de services. Et pour l'attractivité des territoires, notamment les territoires ruraux, c'est une énorme chance, c'est une très grosse opportunité, ce réseau fibre,
de pouvoir y adjoindre des services numériques. Et donc, ensemble, je pense qu'il faut tous se mobiliser pour déployer partout des réseaux qu'on appelle maintenant communément multiservices, RMS, multi-usages. Voilà ce que je voulais dire. Donc, équilibre économique, mobilisation de tout le monde et valorisation du potentiel de l'infrastructure déployée. Merci. Merci beaucoup Arnaud de nous rappeler qu'effectivement cette infrastructure n'est pas statique, hein, qu'elle est vivante et qu'il faut financer effectivement cette vie quotidienne du réseau et son évolution. Ilham Djehaïch, présidente d'Infranum, fédération des acteurs de la filière des infrastructures numériques. Donc oui, un réseau stratégique, des modèles économiques derrière, des collectivités avec des attentes, des technologies obsolètes qui disparaissent. Ok, c'est quoi le mode d'emploi pour la suite? Moi, j'ai toujours en tête ce vieux FANT, le Fonds d'aménagement numérique des territoires, le fonds sans fond, imaginé en 2011 par le sénateur Moret, mais qui n'a toujours pas vu le jour. Donc, puisqu'on est en logique boule de cristal, Ilham, comment vois-tu l'avenir? Alors, déjà, je voudrais te remercier, Sébastien. Je voudrais remercier aussi les équipes de Ruralitique pour ce bel événement. Comme tu l'as entendu de la part d'Arnaud, hein, pour nous, Arnaud le sait depuis un an quand il est arrivé, Ruralitique, ça a toujours été le rendez-vous incontournable de la rentrée numérique avec toujours cet objectif. Et on l'a vu depuis ce matin, penser ensemble l'avenir du numérique, de nos territoires et en particulier des zones rurales. Alors, c'est pareil, c'est 20 ans de Ruralitique, mais c'est aussi un anniversaire pour Infranum. Et je l'ai su il n'y a pas très longtemps, en fait, et Michel Lebon m'a bien fait de me le rappeler juste avant. Mais en fait, en vrai, la création d'Infranum, son officialisation au niveau de on l'appelait la FIRIP, c'est fait ici, à Ruralitique. La FIRIP, oui, à l'hôtel des Carmes. Exactement, à l'hôtel des Carmes. Donc, Ruralitique à 20 ans, bon anniversaire. Infranum, ça permet aussi de fêter un anniversaire en même temps. Et puis, je parlerai aussi d'un autre anniversaire d'un observatoire juste après. C'est vrai que Infranum, c'est un peu particulier pour nous de parler du plan France Très Haut Débit et assez majeur parce que moi, dans l'imaginaire collectif, Infranum est toujours associé au plan France Très Haut Débit parce que c'était la FIRIP et qu'en fait, vis-à-vis du plan France Très Haut Débit, à un moment donné, un collectif s'est créé et il s'est incarné via une fédération qui est Infranum. Donc, à chaque fois qu'on parle du plan France Très Haut Débit, qu'on fait un arrêt en image et qu'on se projette, on pense forcément à la fédération qui est associée au plan France Très Haut Débit et Infranum. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse dans le thème Retour vers le futur. Avant de parler des 20 ans, je propose de faire un arrêt en image avec quelques super PowerPoint pour pouvoir visualiser. Je voulais le dire à l'oral, mais je voulais aussi le montrer. Je trouve que c'est très visuel. Déjà, le succès du plan France Très Haut Débit, il part du fait qu'on a atteint un objectif. L'objectif, il n'y a pas de mot, hein, c'est de dire que l'ensemble des territoires, et particulièrement les zones rurales, on en a beaucoup parlé ce matin, et c'était extrêmement structurant, aient accès au très haut débit et accès finalement à l'ensemble des services qui sont liés au numérique. En 10 ans, il n'y a pas de mot, c'est blanc, et d'un coup, c'est entièrement couvert. 10 ans. Donc l'objectif, c'était de raccorder 45 millions de foyers français. On y est presque. Et ça, c'est vraiment un succès. Juste pour qu'on puisse mesurer l'ampleur de l'enjeu industriel et de l'ampleur de ce que nous avons fait collectivement, il faut savoir qu'on a raccordé des foyers français en électricité en 90 ans. Donc en fait, la fibre optique a été amenée aux Français en 10 ans, là où l'électricité a été amenée en 90 ans. L'électricité a été amenée essentiellement pour les zones rurales, je vous dis ça, mais vous devez tous le savoir, via la création en 1946 d'EDF. C'est-à-dire que l'État décide d'accélérer en zone rurale avec, évidemment, EDF. Donc, vraiment, aujourd'hui, 90 ans, 10 ans, et au-delà de ça, d'amener la fibre à l'ensemble des territoires, on a aussi fait en sorte que la fibre soit une norme et transformer finalement notre société, l'économie, via la fibre et via le numérique. Ça, c'est le premier point. Donc, on continue un peu avec les chiffres. Et vous allez voir, on n'est pas très loin. Michel, je t'entends dire des chiffres et je me suis dit, c'est exactement les chiffres que je présente. Hein. C'est tout pareil, puisque c'est des chiffres qui sont officiels avec l'ARCEP. Pourquoi succès? Parce que ce succès, il se repose sur une coordination exemplaire entre les acteurs publics et les acteurs privés. Et Arnaud fait bien de rappeler, parce que les acteurs privés ont investi. On investit beaucoup d'argent. Il y a eu 36 milliards d'euros d'investissement et il y a eu à la fois des investisseurs privés, à la fois des investisseurs publics. Dans ces investisseurs privés,
qu'il y a des acteurs, la Banque des Territoires a investi très tôt, avant tout le monde, il a été parmi des précurseurs en termes d'investisseurs. Mais il y a aussi des investisseurs bancaires, hein, des prêteurs, des actionnaires industriels et des collectivités locales. Donc, à côté de ça, je voulais aussi accentuer sur les centres de formation, c'est-à-dire que dans le collectif, on a créé 39 200 emplois. Et bien, dans un temps très, 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 très réduit, il a fallu recruter, former. Et on a développé et on a intégré beaucoup, beaucoup de centres de formation en France. Et pourquoi j'en parle? Parce que l'enjeu n'est pas fini quand on parlait de besoin de formation numérique. Et la ministre en parlait ce matin, on en reparlait encore ce matin. C'est toujours, toujours, toujours un enjeu. Alors, c'est aussi un anniversaire pour Infranum, parce qu'avec Infranum, aux côtés de l'AVICA et de la Banque des Territoires, on a été aussi, et nous sommes toujours, une fédération qui mesure, qui évalue, qui alerte, qui propose, toujours pour se dire quel est le plan, quel objectif, où on en est, mais aussi pour garder cette ambition, pour aller plus loin. Parce qu'en fait, pour Infranum, il est important d'être lucide, mais il est aussi important d'être ambitieux pour notre pays. Donc, je vous ai mis les observatoires, les petites photos 2015 et l'observatoire qu'on a mis en 2025. Et donc, quand on est lucide, je reparle à la lucidité, qui est important, on en revenir à la conclusion après, eh bien, il faut savoir que nous vivons aujourd'hui, c'est un peu l'effet iceberg avec le plan France très haut débit. L'effet iceberg, c'est quoi? C'est qu'en fait, aujourd'hui, on voit la part visible. La part visible, c'est celle des réseaux construits, c'est celle de la couverture atteinte, c'est celle de la transformation de la société. Mais l'effet iceberg, c'est aussi une part immergée qu'on ne voit pas et qui est bien plus préoccupante. C'est-à-dire, on en a parlé juste avant, mais l'équilibre économique des RIP et l'accès au très haut débit à tous. À tous. Et donc, ce n'est pas fini et c'est plus difficile. Aujourd'hui, 80% des collectivités locales, des opérateurs d'infrastructures déclarent avoir déjà des surcoûts d'exploitation. Il faut savoir aussi que les impacts, on en parlé très longuement avec les incendies de l'Aude, du dérèglement climatique pèsent plus sur la maintenance, c'est incontestable aujourd'hui. Et pourtant, le modèle tarifaire, il est figé, il a été fait de manière théorique en 2015. Et nous, très tôt, chez Infranum, je pense que c'est une de mes premières prises de parole en tant que présidente, on a alerté, on a mobilisé les pouvoirs publics et l'ARCEP pour se saisir du sujet très très vite et de manière urgente et impactante. Donc évidemment, on se félicite que l'ARCEP a lancé une consultation et se saisisse du sujet et que tout le monde aujourd'hui considère que c'est un sujet préoccupant et important, plus qu'important. Mais on sera vigilant à ce que cette consultation aboutisse dans un planning qui soit ambitieux et qui soit celui de cette fin d'année. On sera très vigilant, excusez-moi du terme, à ce que ça n'accouche pas d'une petite souris, mais qu'effectivement la réponse et la consultation soient à la hauteur des enjeux, soit une décision, fasse bouger les lignes de manière structurante et de manière rassurante. On a parlé d'extinction du cuivre, et je vais être très alignée avec tout ce qui est très dit. Nous, Infranum, on trouve que ça fonctionne bien et que le collectif fonctionne très bien. Donc, nous, on considère qu'aujourd'hui, il faut maintenir la cadence. Alors, évidemment, il y a plein de choses à faire. On en parle beaucoup avec l'ensemble des acteurs autour de comités qui nous rassemblent. Mais il faut continuer, il faut persévérer, il faut jouer collectif. Cependant, aujourd'hui, quand on parle d'extinction, et tu l'as dit tout à l'heure, Cyril, en 2026, c'est la fermeture commerciale. Bientôt, le lot 7 sera sous-entendu quasiment fait. 2030, l'extinction. Donc, il faut, d'ici là, que les administrés s'abonnent à la fibre. Aujourd'hui, quand vous voyez le slide, le taux d'adoption à la fibre après extinction du cuivre est de 60%. Ça veut dire qu'il y a 30% de locaux qui restent encore à migrer. C'est ça 30% des locaux, 70. Il y a 60% en taux d'adoption et 70 qui sont faits après fermeture. Et à ce titre, il faut vraiment appuyer et pousser les administrés à s'abonner à la fibre. Alors, il y a plein de sujets, mais je voulais vraiment qu'on se saisisse de ce sujet en priorité. C'était aussi un des premiers volets que je voulais prendre en tant que présidente. Et côté Infranum, avec l'ensemble des opérateurs d'infrastructures, Orange Concession que j'ai vu ici, Attitude Infra, Action, XP Fibre, mais aussi Lumière, on lance une campagne télé qui est soutenue par le gouvernement. Je sais que ça va te faire plaisir, Michel, puisque tu en parlais encore il n'y a pas longtemps. Ça va être fait. Une campagne télé que vous retrouverez sur France 2, TF1, et de manière très large, grand public,
pour pouvoir finalement pousser le grand public, nos citoyens, nos voisins, qui nous parlent de cette fermeture du cuivre aujourd'hui, mais qui ne s'abonnent pas toujours encore à la fibre, à s'abonner à la fibre et aider, on a parlé des maires, à assurer leur communication aussi dans le travail de terrain qu'ils font. Donc en conclusion, je voudrais conclure avec 3 mots. Lucidité, ambition, collectif. Lucidité, parce qu'en fait, le plus visible est derrière nous, mais le plus difficile est devant nous. Collectif, parce que, évidemment, restons collectivement fiers du chemin parcouru, mais j'aimerais que nous jouons collectif pour relever les enjeux futurs qui seront très difficiles dans un contexte politique pas évident. Et puis, ambition, parce qu'on a parlé, on a été le pays qui a accueilli le sommet de l'IA au monde, enfin en Europe, et puis évidemment un repère aussi pour les pays mondiaux. L'intelligence artificielle est dans toutes les bouches, les technologies émergentes et partout. Le développement des usages est un besoin. Mais pourtant, j'ai envie de dire sans infra, pas d'IA. Et donc aujourd'hui, restons ambitieux parce qu'en fait, tout cela, ça tient et ça permettra, et c'est indispensable pour la compétitivité de notre pays. Voilà. Merci Ilan, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, ce retour effectivement vers le passé, une projection vers un futur responsable qui doit tous nous mobiliser. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on est quand même relativement encore fragile hein, dans ce que vous décrivez. Aujourd'hui, on est en tête de la course, mais on peut se claquer une cuisse, je dirais, à tout moment. Romain Bonenfant, côté Fédération française des télécoms, donc qui représente les opérateurs over the top, les opérateurs de détail qui sont au contact des populations. Mais pas que, mais tu le préciseras peut-être. Voilà, comment c'est abordé cette bascule cuivre-fibre comment les opérateurs eux-mêmes s'organisent-ils pour aborder ce virage? Merci Sébastien, bonjour à tous et d'abord aussi bravo pour cet anniversaire de Rurality qui est devenu effectivement Merci, un rendez-vous Romain. auquel on vient tous et auquel on pense dès qu'on dit numérique et qui a permis de montrer pendant 20 ans l'engagement des opérateurs pour l'aménagement numérique du territoire dans toutes ses composantes et qui s'est renouvelé avec à chaque fois des nouveaux défis, des nouvelles questions qu'on arrive à résoudre collectivement. Donc là, on a encore des questions, on va en parler, mais moi je ne doute pas qu'on va réussir à les résoudre par l'intelligence collective et par ces échanges qu'on peut avoir, notamment ici. Donc la fermeture du cuivre, c'est un moment important pour tout le secteur finalement. C'est un moment où on retire le filet. On vit avec ce filet du cuivre, on a la fibre à côté. Ça arrive dans un cycle qui est assez particulier dans le secteur des télécoms, puisque finalement, pour la première fois depuis longtemps, on éteint des réseaux. On a finalement pendant des années empilé des nouvelles technologies sur des anciennes technologies. Sur le mobile, la 2G, on a mis la 3G, la 4G, la 5G. Là, on arrive dans la vraie fermeture de la 2G, la 3G. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup en ce moment, on entend beaucoup parler d'ascenseurs, mais ça va bien se passer, il y a des solutions. Sur le fixe, c'est pareil, on arrive vraiment dans la phase très opérationnelle de fermeture du cuivre et ça fait partie du métier de nos membres, opérateurs de détail, tu l'as dit, mais aussi opérateurs d'infrastructure, opérateurs B2C, opérateurs B2B, de savoir fermer des réseaux. C'est vraiment un savoir-faire finalement d'aller fermer les réseaux, d'aller accompagner des utilisateurs dans cette migration, de s'assurer que les usages les plus classiques, bien sûr, mais aussi les usages plus exotiques, les capteurs, les dispositifs industriels qui utilisent de manière assez spécifique les technologies de connexion puissent trouver leur place dans les nouvelles technologies. Donc on est dans ce moment-là et c'est vraiment quelque chose qui implique toute la filière. Ça a été dit très largement par les intervenants précédents, il y a un besoin de communication et ce besoin de communication, il doit reposer en premier lieu sur tous les opérateurs concernés. L'opérateur d'infrastructure du cuivre, c'est-à-dire Orange, qui gère cette communication avec le phasage des lots, etc. Et puis la grande communication sur la fermeture du cuivre. L'opérateur d'infrastructure qui a évidemment un rôle majeur puisque c'est lui qui donne finalement indirectement le top départ parce que tant que la fibre n'est pas là, on ne peut pas fermer le cuivre, bien évidemment. Et qui a aussi cet intérêt, je parlerai après de la question économique, mais à fermer le cuivre rapidement en regard du modèle économique du réseau fibre. Et puis les opérateurs commerciaux parce que l'opérateur commercial, c'est lui qui est en contact avec le client. Donc c'est lui qui doit prendre le client par la main pour l'amener sur les nouvelles offres s'il n'y va pas tout seul, ce qui malheureusement peut arriver. Donc c'est vraiment le rôle des opérateurs, ça a été rappelé par Cyril, on n'attend pas que les élus locaux soient les VRP de la fermeture du cuivre, on cherche à les outiller, l'État le fait très bien, il y a un très bon site, trèshautdébit.gouv.fr, avec toutes les informations nécessaires sur la fermeture du cuivre, mais c'est vraiment le rôle des opérateurs d'avoir cette communication, chacun doit prendre sa part,
De notre côté, Fédération française des télécoms, on va lancer une série d'événements locaux sur le sujet pour ensuite passer à du national dans cette phase où, là, aujourd'hui, la fermeture du cuivre concerne des zones qui sont encore localisées et, comme ça a été rappelé, on va arriver progressivement et au cours de l'année prochaine, ça va vraiment concerner tout le monde. Et là, effectivement, on pourra se reposer la question de quelque chose de plus grande ampleur en complément de ce qui a été déjà indiqué. Alors, cette fermeture du cuivre, ça ne doit pas nous faire oublier ceux qui ne sont pas encore raccordables à la fibre, puisque on est effectivement en tête en Europe en termes de nombre absolu de locaux raccordables à la fibre. On a 92% des locaux qui sont raccordables à la fibre. On a 77% des abonnés Internet fixe qui le sont en fibre optique. Mais il faut penser à ces 8% qui n'ont pas encore cette fibre. Et donc, les déploiements continuent. On avait l'objectif qui avait été, on a toujours l'objectif qui a été fixé par le président de la République du plan, je le rappelle, c'est la généralisation de la fibre à fin 2025, ce qui est bientôt. Donc il ne faut pas oublier cet objectif, mais en tout cas poursuivre cette trajectoire pour aller le plus loin possible, tout en constatant aussi l'évolution des technologies. On a aujourd'hui des solutions satellitaires qui apportent un service qui n'est pas du tout le même que ce qu'on avait encore il y a quelques années, pour que tout le monde puisse avoir accès aux services, au très haut débit qui permettent d'avoir tous les usages actuels. Donc maintenant qu'on arrive dans cette phase où on retire le cuivre, où le cuivre a déjà été fermé dans un certain nombre de zones, on doit se poser les questions sur les enjeux vraiment de l'exploitation à long terme de ce réseau de fibre optique. Et je citerai 3 grands enjeux, donc déjà été rappelé largement par Michel Sauvade. C'est d'abord la qualité de service. Bien évidemment, le réseau fibre, ça doit être un réseau fiable. Il y a un plan de la filière qui est mis en œuvre, qui se poursuit. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a des outils qui vont s'améliorer encore entre les opérateurs pour, par exemple, mieux enregistrer les opérations de tous les intervenants sur le réseau, être capable de tracer les problèmes quand on les a identifiés et également d'être capable de réparer à chaud les malfaçons et d'aller encore plus loin dans la qualité de service. On voit d'ailleurs sur les observatoires de l'ARCEP, la tendance est positive. On n'est peut-être pas encore au niveau qu'on souhaiterait tous, mais en tout cas, ça s'améliore de manière claire et objective. Donc, premier enjeu, la qualité de service. Deuxième enjeu, la résilience. Alors, les réseaux télécoms, ça a toujours été important. Il y a notamment la redondance dans les réseaux. Les réseaux Internet a été fait comme ça. L'année dernière, un peu avant cette période, il y avait les Jeux Olympiques et on a eu des sabotages importants sur les réseaux nationaux, avec finalement assez peu d'impact sur les abonnés, parce qu'il y a cette redondance du réseau. Donc, ce n'est pas la seule question. Il y a des questions un petit peu nouvelles, en tout cas des questions qu'on souhaite approfondir sur cette question de résilience du réseau fibre, en particulier l'interdépendance avec le réseau électrique. Les 2 réseaux ont besoin l'un de l'autre. On l'a constaté dans les crises. Et on pense qu'on peut progresser collectivement. Il y a des travaux qui sont lancés côté État pour mettre à jour le guide de gestion de crise utilisé dans les préfectures, le guide Orsec. Donc ça, c'est très important qu'on ait au moment de la gestion de crise les bons intervenants autour de la table. C'est-à-dire que le monde des télécoms a changé évidemment depuis 20-25 ans. Donc, par exemple, l'opérateur d'infrastructure fibre du réseau local, il faut qu'il soit évidemment dans la cellule de crise. Il faut que les personnels des opérateurs soient capables de circuler en cas de crise. Et on a pu constater que ce n'était pas toujours le cas. Donc voilà, il y a matière à s'améliorer et on contribue à ces travaux. Et l'autre texte en discussion, c'est l'arrêté qui concerne le délestage électrique, de savoir quel usage on doit prioriser quand on fait un délestage électrique, qu'est-ce qu'on doit préserver. Donc nous, on pense que les réseaux télécoms doivent être considérés comme un service essentiel dans les cas de délestage, mais plus largement dans les cas de perte de réseau. Alors bien évidemment, la gestion de crise, c'est le privilège, en tout cas c'est le préfet qui en fait la gestion, et donc il doit avoir des marges de manœuvre. Donc il ne s'agit pas de tout figer, mais il y a certainement, par rapport à la situation actuelle où il n'y a aucun cadre, le moyen de progresser pour être capable de mieux tenir compte des besoins qu'on a en matière de communication dont on a besoin par ailleurs pour faire la gestion de crise. Donc tout ça se mord un peu la queue. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt évident qui est de plus en plus compris côté État, ministère de l'Intérieur, avec qui on a beaucoup de discussions sur ces sujets, mais on pense que voilà, on peut progresser. Et le dernier point fondamental dans cet enjeu d'exploitation de long terme, ça a été dit, c'est la question du modèle économique des réseaux fibres et en particulier des réseaux d'initiative publique. La situation, on la connaît. On a des paramètres qui ont été figés ou en tout cas cadrés par le régulateur il y a assez longtemps, en 2015. À cette époque, on ne savait pas grand-chose sur finalement l'exploitation de long terme, en particulier des réseaux fibres dans les zones rurales. Donc maintenant, j'allais dire qu'on est collectivement plus intelligent. Il faut qu'on
qu'on collecte tout ça, qu'on soit capable d'avoir des données fiables et que peut-être on rebase dans une situation qui est clairement pas évidente puisqu'on a des faisceaux de contrats dans tous les sens entre le délégataire, le délégant, des obligations contractuelles, entre également l'opérateur d'infrastructure et les opérateurs commerciaux. Donc ce qui s'annonce, c'est une espèce de grande opération à cœur ouvert finalement, avec finalement les risques associés à une telle opération et en même temps le fait que souvent quand on a une opération à cœur ouvert, c'est parce que c'est un peu nécessaire. Donc on est un peu dans ce type de mécanisme et côté Fédération française des télécoms, on va contribuer bien sûr à cette consultation et en tout cas on y travaille actuellement. Il ne faut pas que ce sujet un peu technique finalement, mais fondamental de la définition des tarifs des opérateurs de réseau d'initiative publique nous fasse oublier la question fondamentale plus large du modèle économique de la fibre. Parce que il ne faut pas croire que toute cette question, elle se résume finalement à un arbitrage entre les opérateurs d'infrastructure et les opérateurs commerciaux. On a un enjeu plus large, plus grand que finalement les opérateurs d'infrastructure et les opérateurs commerciaux de valeur dans le marché. On a en France les tarifs de détail les plus bas d'Europe. Donc c'est très bien pour la compétitivité, c'est très bien pour les usages, c'est très bien pour les utilisateurs. Peut-être que ça va un peu loin en regard de la capacité à avoir un modèle économique pour le secteur. On a également une question sur l'utilisation des réseaux, qui est quand même de plus en plus concentrée sur un petit nombre de grands services fournis par des grands prestataires américains. On a 4-5 grands prestataires qu'on connaît, Google, Meta, etc., qui occupent plus de 50% de la bande passante et on constate, par exemple sur le mobile dans les grandes villes, plus de 80% dans les heures de pointe, qui utilisent massivement les réseaux et sur lequel aujourd'hui il n'y a pas d'incitation économique pour réduire cette bande passante. Donc il y a tout un débat au niveau européen pour savoir si on peut recalibrer le modèle économique pour introduire une contribution qu'on appelle le fair share. Ça fait l'objet d'une actualité assez brûlante cet été avec l'accord commercial entre les États-Unis et l'Europe, où cette notion de fair share a été exclue, en tout cas limitée. On pense qu'il y a encore des voies, en tout cas on les défend nous à Bruxelles, mais je pense que ça fait partie de cette question du modèle économique global de la fibre. Et puis troisième point sur ce modèle économique global de la fibre, il y a une question, je suis désolé de l'évoquer, très française, qui est celui de la fiscalité spécifique des télécoms. Les télécoms en France ont une fiscalité anormale, c'est-à-dire qu'elles paient la fiscalité normale de toute entreprise, mais la fiscalité spécifique du secteur, donc les espèces d'impôts de production des télécoms, sont supérieures à la fiscalité normale des entreprises. Donc aujourd'hui, on a un secteur des télécoms français qui court avec un sac à dos rempli de pierres finalement, puisqu'on a un modèle économique qui est très contraint, donc il y a forcément un impact pour tout le monde, les opérateurs d'infrastructures, les opérateurs commerciaux, c'est plus d'1,6 milliard par an. On est en train de collecter la fiscalité 2024, sans surprise, ça augmente encore. Et on peut quand même se poser la question de savoir si cette fiscalité est encore adaptée aux enjeux. C'est-à-dire que quand on regarde les enjeux qu'on discute, on parlait du sujet des raccordements complexes. Donc on a un guichet expérimental qui va être lancé par le gouvernement. Alors on l'espère rapidement avec l'instabilité politique, mais on va avoir un texte réglementaire normalement pour un soutien au raccordement difficile sur les parties privatives, doté de 16 millions d'euros. Ça ne résout pas le problème. Il y avait un rapport du Conseil général de l'économie qui estimait la facture globale à 650 millions à plus d'1 milliard d'euros. Ben, ça, quelque part, c'est quelque chose que le secteur pourrait résoudre lui-même si on lui en donnait les moyens. Quand on a une fiscalité spécifique de 1,6 milliard, on serait capable de résoudre nous-mêmes ce problème. On parlait du New Deal et éventuellement d'aller plus loin. Le New Deal mobile, c'est 3 milliards. C'est moins de 2 ans de fiscalité spécifique du secteur. Voilà. Donc, en tout cas, je pense que cette question mérite d'être posée. Puisqu'on est dans le thème du retour vers le futur, globalement, le secteur des télécoms tel qu'on l'a aujourd'hui, il est né d'une libéralisation il y a un peu plus de 25 ans. Si on se projette dans 20 ans, on peut imaginer que le secteur des télécoms soit un peu plus banalisé en termes de fiscalité et quelque part soit capable de prendre son destin en main. Il y a une grande révision du cadre européen qui est en cours, sur lequel il y a eu des consultations. Et toutes ces questions sont là, de savoir est-ce qu'on a encore besoin d'un cadre très spécifique pour les télécoms? Est-ce qu'on peut normaliser un peu plus le cadre dans lequel on évolue en termes de droit de la consommation, en termes de sécurité, etc. Voilà, le monde a changé. On n'est plus du tout dans la situation de la fin des années 90 de la libéralisation. Et ça peut se traduire aussi par de la flexibilité sur le modèle économique. Merci beaucoup Romain. J'aurais bien fait un petit tour, mais on est pressé par le temps. Donc je vous remercie infiniment. Je vous invite à applaudir nos intervenants.
et à continuer à dialoguer avec eux. Vous l'avez compris, ils sont tous mobilisés collectivement, ils poussent dans le même sens, avec des enjeux, on le voit, différents. Mais ce qui a fait le succès du plan France Très Haut Débit, c'est ce partenariat public-privé, ce cofinancement. Et donc, il s'agit d'entendre à la fois les réalités de l'un et de l'autre, à la fois les attentes des territoires, mais aussi les réalités économiques qui rendent les choses possibles.